Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de ce lundi 16 octobre. Ils étaient unis pour un rêve, mais le rêve s'est brisé. Le 15 de France a été éliminé de la Coupe du Monde de rugby hier soir par l'Afrique du Sud. L'ancien international français Mathieu Bastaro sera notre invité dans quelques instants. C'est l'un des marathons caritatifs le plus suivi en France et en principauté. Le Téléthon aura lieu les 8 et 9 décembre prochains. L'association Monaco Maladies Génétiques prépare cet événement, vous verrez comment. L'Afrique se retrouve à Monaco. Ce continent a un potentiel économique florissant comme exposé lors de l'Africa Day. Plus de détails dans ce journal. Et puis le numérique est désormais ancré dans notre quotidien et ses supports sont nombreux, si bien qu'ils sont devenus aujourd'hui un canal de promotion pour les entreprises. Quelles sont les dernières tendances en matière de marketing digital ? Sandy Jacobi, cofondatrice de My Marketing Experience, nous éclairera à ce sujet. Fin de l'aventure pour le 15 de France en Coupe du Monde de rugby. Les Français se sont inclinés d'un petit point face à l'Afrique du Sud, 28-29, et voient leur aventure se terminer aux portes des demi-finales. Ce moment aura été suivi par de nombreux supporters, notamment dans les bars de la Principauté, où l'on a pu voir une ferveur autour de cette équipe de France qui voulait remporter sa première Coupe du Monde, qui plus est, à la maison. Pour en parler ce soir, l'ancien international français Mathieu Bastaro est notre invité. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. On aurait préféré vous recevoir dans de meilleures conditions. C'est une défaite cruelle pour le 15 de France. Ouais, c'est vrai que là, je pense que on est tous un petit peu choqués parce que personne ne s'attendait à un tel résultat, même si en face il y avait les champions du monde en titre, on était quand même favoris. Et c'est vrai de sortir en quart de finale, ça fait un peu mal à la tête. Ouais, ça s'est joué à des détails. Le match était d'une intensité extraordinaire. Oui, mais même on voit sur l'ensemble des quarts de finale qui sont joués, ça s'est joué à des détails. Hier, il y a eu des décisions individuelles dont on pourrait discuter, mais bon, c'est comme ça, c'est le rugby, c'est le sport, et c'est vrai que ça a été un match vraiment très disputé. On s'y attendait contre les Sud-Africains, mais bon, voilà, on est déçu forcément par la défaite. Quand vous parlez de décision individuelle, vous parlez de l'arbitrage. Antoine Dupont en a fait référence en conférence de presse. Pas sûr que l'arbitrage ait été à la hauteur de l'enjeu. Oui, forcément, là, actuellement, on parle tous de l'arbitrage. Oui, je suis d'accord dans le sens où l'arbitre n'a pas été au niveau, mais quand on est objectif, il n'a pas été au niveau, je pense aussi des deux côtés. Après, il y a eu des faits de jeu aussi qui ont aussi été dommageables pour nous. Moi, je repense à cette transformation contrée, De Thomas celle Ramos de et Colby qui vient. voilà, c'est celle qui est contrée. Il y a sur Euro 22 aussi, malheureusement encore Thomas Ramos directement en touche. C'est plein de petites choses qui, enfin, je pense, si on avait mieux géré ça, on serait peut-être devant. Après, maintenant, moi, j'ai une position assez facile quand on n'est pas sur le terrain. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est vrai que sur le terrain, c'est beaucoup moins facile que ce que l'on pense. Vous qui connaissez pas mal de joueurs dans ce groupe France et qui avez vécu ce genre de moment de succès et d'échec parfois, qu'est-ce qui se passe dans leur tête en ce moment? Comment digérer cette immense déception? Bah oui, ça c'est clair, c'est une immense déception parce que la France était favorite. Une Coupe du Monde jouée à la maison. Bon, nous c'était il y a maintenant 8 ans, mais c'était différent. On avait perdu contre les Néo-Zélandais. On avait subi un peu une humiliation, donc on était rentré un peu la queue entre les jambes et on n'était pas du tout favoris. Donc on avait moins de choses à assumer. Eux c'est différent. Ils sortent de 4 années où rempli de succès, de victoires. Tout le monde les attendait un minimum en demi-finale, finale. Et, de sortir en quart de finale comme ça, c'est frustrant. Après, se relever, moi je sais qu'à l'époque, moi j'avais demandé à de suite enchaîner avec le club pour passer à autre chose.
Mathieu, ça reste une belle génération qui a de l'avenir, hein. Oui, 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 tout n'est pas à jeter à la poubelle parce que c'est une équipe assez jeune. Peut-être justement, il leur a manqué l'expérience par rapport aux Sud-Africains où ils avaient des joueurs qui étaient, ben, pour la plupart, qui avaient l'expérience, qui avaient 2 ou 3 coupes du monde déjà dans les jambes et un titre de champion du monde. Non, c'est une génération qui est assez jeune. Donc c'est pour ça, je pense ils sont vraiment très frustrés. Non, non, non. Ce qu'ils nous ont proposé, on peut pas tout remettre en question juste sur une défaite. Ce serait trop facile. Maintenant, il va falloir rebondir. Euh, je pense va falloir les laisser digérer tous, que ce soit le staff et les joueurs, et on les attend en forme pour le tournoi. Avec cette ferveur qu'il y a eu aussi autour de ce 15 de France, elle est exceptionnelle, hein. Vous étiez au Stade de France hier. Oui, 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 j'étais au Stade de France et même j'ai eu la chance de faire plusieurs matchs de l'équipe de France durant la Coupe du Monde. Et honnêtement, ça a été exceptionnel. La, vraiment la ferveur, toutes les animations, euh, toutes ces Marseillaises qui ont retenti pendant les matchs, c'était juste très beau. En des temps difficiles, honnêtement, ça faisait chaud au cœur, hein. Eh bien, merci beaucoup Mathieu Bastaro d'avoir été notre invité ce soir pour analyser ce parcours de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde de rugby. Merci. Merci. On reste dans le sport avec un monégasque sacré champion d'Europe espoir du tir de précision. Louis Marcil a écrit hier une nouvelle page de l'histoire de la pétanque monégasque en décrochant l'or sur ses terres. Il était opposé au Français Flavien Sauvage. À noter également la 3e place de Cyriel Tivose en tir de précision également. Preuve que la pétanque rouge et blanche se porte à merveille après le bronze glané par équipe au championnat d'Europe à Albertville. C'est l'un des marathons caritatifs le plus suivi en France et en principauté. Le Téléthon aura lieu les 8 et 9 décembre prochains. L'association Monaco Maladies Génétiques prépare activement cet événement. Le reportage de Fabien Bonilla et Olivier Bonello. La MMG, l'association Monaco Maladies Génétiques, organise le Téléthon en principauté chaque année. Le but, depuis la première édition en France en 1987, lutter sans relâche contre des maladies rares, évolutives et lourdement invalidantes. Pour que l'édition 2023 soit une réussite, il faut la préparer et pour cela, une réunion a été organisée autour de la présidente de l'association. Nous rassemblons ici organisateurs, bénévoles, sponsors, tous les acteurs du Téléthon. Le but est d'arriver à discuter un petit peu entre nous, montrer les progrès justement de la science par rapport au Téléthon, de la médecine, et surtout déterminer ce que chacun d'eux va faire dans notre futur Téléthon Monaco, qui aura lieu au Grimaldi Forum cette année. Alors le programme réellement on va le déterminer ce soir, mais en fait il y aura toujours des stands d'animation pour les enfants, il y a du sport, de la danse, une pièce de théâtre Pinocchio, ça en est sûr, des concerts qui vont se décider justement ce soir, enfin 2 jours de fête au Grimaldi Forum. En principauté, le Téléthon rapporte entre 50 et 100 000 euros en fonction souvent de la météo. Et globalement, l'édition 2022 a rapporté dans l'Hexagone plus de 90 millions d'euros. Pour l'édition 2023, le parrain sera en France le chanteur Vianney et en principauté la marraine d'honneur depuis 3 ans, Camille Gottlieb. Pour mener à bien cette édition 2023, les 8 et 9 décembre, l'association Monaco Maladies Génétiques a besoin de bénévoles. Si vous êtes intéressé, vous pouvez écrire à mmg@monaco.mc. Le rendez-vous est pris. Parlons économie. À présent, l'Afrique présente un potentiel d'investissement florissant et audacieux. Ce continent était mis en avant lors de la 2e édition de l'Africa Day. Cet événement organisé par le Club des entrepreneurs monégasques en Afrique a réuni ce lundi au Yacht Club une centaine de personnes. Plus de détails dans ce reportage d'Émilie Flamin et Hugo Comaza. Mettre l'Afrique en avant comme étant une opportunité d'avenir. C'est ce qu'ont voulu présenter les membres du Club des entrepreneurs monégasques en Afrique en créant l'Africa Day, une journée de discussion autour du thème cette année, renforcer les liens et focaliser les solutions. Je crois que de façon générale, on va montrer qu'il est temps d'agir au niveau à la fois de Monaco, à la fois de l'Europe, pour être vraiment dans le coup en Afrique pour les années qui viennent. On observe une distanciation maintenant entre
le monde occidental et le monde des BRICS. Et donc, il faut qu'on se donne du tonus et qu'on avance, parce que c'est vrai que c'est un continent qui, en 2025, comptera 2,5 milliards d'habitants, avec une force de jeunesse incroyable dans le monde du travail. Développement, investissement, enjeux et défis, nombreux sont les points abordés durant les conférences, sans oublier l'entraide entre Monaco et l'Afrique. L'Afrique, on peut y faire des investissements, on peut y faire du commerce, mais aussi il faut montrer qu'on est solidaire avec les pays les moins avancés du continent, et c'est que nous ne les abandonnons pas malgré les grandes difficultés pour certains, y compris les événements politiques. Mais nous restons fidèles, nous restons à leur côté, et c'est ça qu'on veut montrer aujourd'hui. Et l'année prochaine aussi, l'Africaday reviendra pour sa 3e édition, qui marquera également le 10e anniversaire du CEMA. Monaco Info lance son podcast. Représentants politiques, économiques, acteurs du monde culturel ou sportif, figures emblématiques de la communauté monégasque, ils viennent au micro de Geneviève Berthy pour exprimer leur passion ou leurs espoirs, toujours en lien avec leur implication dans la vie monégasque. Ces podcasts sont à retrouver dès à présent sur toutes les plateformes de podcasts, Ocha, Deezer, Spotify ou encore Amazon Music. Le directeur de la communication nous en dit plus. Elle est au micro d'Émilie Flamin. C'est un moment à partager avec nos invités. On est parti de l'idée qu'on voit beaucoup de photos, d'images. Aujourd'hui, en plus avec les réseaux sociaux, on voit souvent les mêmes têtes qui reviennent de ceux qui font Monaco. Et on pense, c'est le réflexe, on se dit, je l'ai vu en photo, mais oui, je sais qui c'est, je le connais. En fait, non, on ne connaît pas tous ces gens-là. Donc l'idée, c'était de passer un moment avec eux. On s'est dit, c'est notre rôle à nous, Monaco Info, qui arpentons l'actualité monégasque dans tous ses moindres recoins toute l'année et au contact de la société monégasque, de faire découvrir ou de faire rencontrer à nos auditeurs ou à nos téléspectateurs des gens qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre. Et donc on a été... Par exemple, on a été rencontrer Valérie Laro, dont l'activité, c'est plutôt d'écouter les autres et pas de parler, puisqu'elle est présidente de Écoute, Cancer et Confort. On a été rencontrer Cédric Biscay, qui nous a fait l'honneur de lancer le podcast avec nous, ou le plaisir en tout cas, parce que Cédric, c'est plutôt un faiseur, c'est quelqu'un qui présente les histoires des autres, il présente rarement la sienne. Mais on a aussi rencontré Louis Ducruet, qui est plutôt quelqu'un qui soutient des causes, pas qui se présente lui. Voilà, on a essayé de rencontrer Ali Traoré, qui commande des matchs de basket, qui ne se raconte pas lui. On a essayé de rencontrer des gens dont le métier, ce n'est pas de parler d'eux, dont l'activité n'est pas concentrée sur eux-mêmes. Vous l'entendez, le numérique est désormais ancré dans notre quotidien et ces supports sont nombreux, si bien qu'ils sont devenus un canal pour les entreprises pour vendre leurs produits ou en faire leur promotion. Et quelles sont les tendances en matière de marketing digital? Quel avenir pour ce secteur en perpétuelle évolution? Pour en savoir plus, nous avons contacté Sandy Jacobi, cofondateur de My Marketing Experience. Elle est en duplex avec nous. Bonsoir. Bonsoir Émilie. On va évoquer ensemble les dernières tendances du marketing numérique, mais un mot tout d'abord sur les podcasts. Cela se développe de plus en plus. Alors absolument, il faut savoir que 82% des Français écoutent déjà chaque jour de l'audio. Donc écouter de l'audio, ça fait vraiment partie des habitudes du marché français. Donc le podcast aujourd'hui, face à ces habitudes, gagne du terrain. C'est un média qui crée un lien particulier, puisque vous n'avez pas juste le texte ou la vidéo, vous avez la voix. Et ce qui est super intéressant avec le podcast, c'est que vous avez la possibilité de suivre dans différents moments de vie votre audience, puisque, je ne sais pas vous, mais moi, par exemple, je les écoute quand je fais la cuisine, lorsque je vais courir, lorsque je fais du sport, j'écoute des podcasts et ça permet en fait d'avoir plusieurs contacts au cours d'une journée et d'avoir un lien particulier dans la vie de ses auditeurs. Oui, cela partait d'un simple échange, un espace de dialogue, c'est devenu aujourd'hui un produit ? Alors le podcast, oui, on pourrait en faire toute une interview sur le fait de pouvoir avoir un podcast comme produit. En tout cas, oui, chez My Marketing Experience, c'est une offre, on va dire que c'est une offre supplémentaire de contenu, gratuite évidemment, pour les auditeurs et qui va s'insérer dans une stratégie globale marketing, ce que font déjà pas mal d'autres marques. Et ce qui est avantageux aussi avec le podcast, c'est que finalement, on peut développer avec un budget limité. Alors je ne vais pas dire que c'est gratuit, attention, mais on peut développer sa visibilité avec un budget limité lorsqu'on est une entreprise qui est une TPE ou une PME. Plus globalement, Sandy, le numérique a-t-il supplanté les supports traditionnels que l'on connaît ?
Je pense qu'à cette question, vous pouvez trouver beaucoup de réponses. Je vais donc donner mon propre avis. Je pense que non. Le numérique, évidemment, a fait une énorme croissance et continue de croître. Vous allez vous consommer vous-même et tout le monde consomme de plus en plus de contenu numérique. Cependant, on constate quand même qu'on reste des êtres humains avec de la sensibilité et on continue d'avoir besoin d'avoir des interactions. C'est pour ça que vous avez peut-être pu constater de votre côté que les événements physiques continuent d'attirer du monde. D'ailleurs, il y a de plus en plus de demandes pour se rendre à des événements physiques. Et maintenant, au-delà du physique, ce qui est intéressant, c'est tout ce qui est autour de l'hybride. Donc, on va avoir à la fois du contenu numérique, puisqu'on parle beaucoup de contenu en marketing, mais également des moments où on va créer de la proximité physique avec ses clients, les consommateurs ou tout simplement son audience. Créativité, une bonne connaissance des technologies sont indispensables pour réussir dans ce domaine, Sandy ? Alors, une bonne connaissance du paysage, oui. Après, c'est pas nécessaire de toutes les maîtriser. C'est même impossible d'absolument toutes les maîtriser. Vous allez, moi, ce que je préconise, c'est d'avoir de la curiosité pour tout ce qui existe, pour tout ce qui sort. Ça peut être les formats de contenu, ça peut être la vidéo, ça peut être le podcast également. Donc, se tenir informé et rester curieux. Et après, si vous n'avez pas la compétence, il y a de toute façon des personnes qui ont la compétence et à qui vous pouvez faire appel. Quels sont les outils principalement utilisés ? Les outils que je recommanderais pour développer son marketing numérique, avant d'être des outils, c'est plutôt d'avoir un état d'esprit sur comment je vais rentrer en relation par les canaux digitaux avec mon audience. Donc la première question à se poser, c'est à qui je veux m'adresser. Et ça, après, vous allez choisir vos outils. Donc les outils aujourd'hui les plus répandus, évidemment, vous avez les réseaux sociaux. Même si on a à chaque fois des nouveaux qui sortent, on reste quand même toujours autour des mêmes, qui vont être Facebook, TikTok, LinkedIn, Instagram. Vous avez également YouTube pour la vidéo. Donc, une bonne compréhension de ces outils, c'est indispensable. Et puis, vous avez tout ce qui est évidemment l'email. Alors là, je parle aussi bien ce qu'on appelle en B2B qu'en B2C. L'email reste un canal très important. Et puis, vous avez tous les canaux qui vont être la vidéo, les plateformes, les marketplaces, même si vous vendez en ligne. On parle souvent de e-commerce, mais aujourd'hui, il y a un avènement des marketplaces et du e-commerce qui est plus qu'un avènement, là, c'est assez largement instauré, qui touche quasiment aujourd'hui toutes les industries. Oui, on l'entend dans vos propos, c'est un secteur qui ne cesse d'évoluer. L'arrivée de l'intelligence artificielle ou de ChatGPT n'a pas bousculé les codes ? Alors, les codes, je ne sais pas, les façons de travailler, oui. En tout cas, nous, on l'observe. C'est en tout cas, chez My Marketing Experience, on l'observe on utilise l'intelligence artificielle plus pour challenger et améliorer notre travail que pour se reposer entièrement sur l'intelligence artificielle. D'ailleurs, c'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est que ça reste un outil. Imaginez-le comme votre super stagiaire, si vous voulez, à qui vous allez proposer des tâches en lui expliquant bien ce qu'il ou elle doit faire et ne pas prendre pour, on va dire, ne pas copier-coller ou prendre pour argent comptant tout ce qui en sort. Alors, je ne vais pas me lancer dans un grand débat sur ChatGPT, mais si on l'apprivoise bien, si on l'utilise comme un outil, oui, aujourd'hui, c'est extrêmement puissant. Eh bien, merci beaucoup, Sandy Jacoby, d'avoir été notre invitée ce soir pour évoquer les dernières tendances en marketing numérique. Merci. Merci beaucoup. Retour à présent sur cet hommage rendu à Sergueï Rachmaninov. L'un des plus grands compositeurs aurait célébré cette année son 150e anniversaire. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo honore sa mémoire à travers plusieurs concerts en invitant notamment les meilleurs pianistes. C'était notamment le cas ce dimanche à l'Auditorium Régnier 3 avec la présence de Yevgeny Kissin. José Sacré vous fait revivre cette soirée. Avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et son chef Kazuki Yamada, les concerts se suivent et les ovations du public se multiplient, en particulier ce dimanche 15 octobre, après que le génial pianiste Yevgeny Kissin ait interprété le concerto pour piano numéro 2 de Rachmaninov, l'un des plus virtuoses qui soit. Fantastique concert, pas un succès, un triomphe. Comment vous sentez-vous ? Très reconnaissant au public et très fatigué. Comment préparez-vous un concert psychologiquement et physiquement ? Qu'est-ce que vous faites dans la journée ? Je travaille, c'est tout. Vous êtes connu pour être le meilleur ici, dans ce concert. Oui, c'est vrai. Depuis mon enfance, en fait, il n'y a pas de routine parce que chaque concert, c'est un événement important pour moi. J'aime la musique, peut-être c'est pourquoi. C'est pas une routine.
Après son triomphe, Evgueni Kissine, l'artiste réputé discret, secret, s'est laissé entraîner dans une séance de dédicaces improvisée pour le plus grand plaisir des mélomanes. Il est l'heure à présent de votre chronique, ceux qui font Monaco, l'opportunité de mettre à l'honneur les artisans, les commerçants, les restaurateurs de la principauté et de partager leur histoire. Aujourd'hui, Christine Datomel, c'est l'art du tapis et de la décoration que vous avez souhaité mettre en lumière. Oui, passionnée depuis toujours par les tapis persans, la princesse Grace a été l'une de ses premières clientes. Alors du palais princier à vos intérieurs, aujourd'hui c'est l'histoire de la famille Moghadam que nous avons décidé de vous raconter. Une maison qui habille depuis toujours vos sols avec élégance et pas que. La belle histoire, elle a commencé d'abord avec mes parents. Je dois quand même tout ça à mes parents qui sont, dans les années 70, on venait en vacances ici. Donc moi j'étais tout petit, on venait toujours en vacances depuis l'Allemagne. Et un soir, mon père et mes parents ont rencontré la princesse Grace lors d'une gala au Méridien qui était à l'époque le Holiday Inn. Et puis ça matchait bien, ils ont commencé à parler avec la princesse Grace. Et du coup, elle a dit, écoutez, je vous invite à venir à Monaco, à vous installer, je vais vous aider, je vous trouverai le local. Fashion for Floors, en fait, c'était la première fois qu'on a réinventé le tapis haut de gamme féminin en version moderne. Ça n'existait pas à l'époque, on était assez pionniers. Ensuite, on a développé la partie déco avec Fashion for Homes. Là, on est dans le nouveau showroom qui était l'ancien magasin de mon papa, dans lequel on a implanté la marque A-Choice, qui est en ce moment une des marques les plus hautes du marché, qui est une marque hollandaise qui propose des produits très design, de bonne qualité, mais à des prix relativement abordables. En fait, c'est le luxe abordable. Dans l'autre magasin qui va bientôt changer de nom, justement, Fashion for Floors, on propose des marques comme Pierre Frey, comme Minotti, comme plus classiques, mais beaucoup de marques françaises plutôt. On se distingue avec les autres à Monaco qui proposent que des mobiliers italiens. Nous, on est plutôt côté France. Je suis toujours enfant dans ma tête, donc j'ai eu ce rêve d'enfance d'avoir mon petit club privé à moi. Et j'ai réalisé dans ce magasin ici au sous-sol. Et j'ai créé le petit nightclub le plus privé qui existe et qui est uniquement by invitation, donc il n'y a pas d'argent impliqué, rien, c'est moi qui reçois. Les nouveaux projets, là, on vient donc de faire le club et ce magasin. Il y a également Marbleuse, c'est la marque que j'ai créée qui est B2B, ça veut dire c'est pour les professionnels. C'est une marque de Onyx. Onyx, c'est ma pierre dont je suis fou depuis très longtemps. Et j'ai trouvé en fait un fabricant au Mexique, au gisement de l'Onyx le plus important. Et je suis allé là-bas. J'ai créé avec lui et j'ai finalement racheté la production. Et j'ai lancé la marque Marbleuse qui a exposé à Paris, qui fait un gros succès. Et aujourd'hui, on fournit pas mal de magasins dans le monde entier avec ce produit qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait ici, mais que j'expose bien sûr également ici dans le magasin et surtout dans notre magasin qu'on peut acheter. Et l'histoire n'est pas prête de se terminer. Aujourd'hui, la famille Moghadam est propriétaire de 3 boutiques en principauté. Et comme vous l'aurez compris, ils ne sont plus spécialisés uniquement dans les tapis, mais bien évidemment dans le mobilier haut de gamme. D'ailleurs, la boutique Fashion for Floors s'apprête très prochainement à changer de nom et elle s'appellera dorénavant Maison Moghadam. Ce journal est à présent terminé. Avant de nous quitter, jetons un coup d'œil sur vos prévisions météo. Bonsoir Frédéric Elion, quelle est la tendance pour les prochains jours? L'été a enfin fini de jouer. Les prolongations, Émilie, mardi, les températures vont chuter avec 15 degrés prévus le matin et 19 l'après-midi. Et surtout, le soleil va être bien moins présent. De belles éclaircies sont attendues en début de journée, puis le ciel se couvrira dans l'après-midi, sans risque de pluie toutefois. Mardi 17 octobre, ce sera la Saint-Baudouin. Merci Frédéric et merci à vous de nous rester fidèles chaque soir. L'information continue sur notre site internet et nos réseaux sociaux. On se quitte avec les photos de Stéphane Dana et des supporters qui seront passés par toutes les émotions dimanche soir devant le quart de finale de la Coupe du Monde de rugby entre la France et l'Afrique du Sud. Passez un excellent début de semaine et à demain pour un nouveau JT sur Monaco Info.